Depuis une vingtaine d'années, le champ de l'économie politique a complètement été déserté au profit d'une doxa, si je puis dire, néolibérale, appuyée sur l'économie quantitative. L'ambition que nous avons avec ces rendez-vous de l'économie politique, c'est de donner la parole à tous ceux qui sont économistes, historiens, géographes, sociologues, qui peuvent nous aider à comprendre cette réalité et à enrichir nos stratégies d'investissement. Pourquoi la pyramide de Marx ne s'est pas réalisée? Parce qu'effectivement, Marx, dans ses différentes intuitions, a manqué une étape extrêmement importante, c'est la capacité d'innovation, je ne vais pas dire progrès, le mot ce ne serait pas tout à fait pertinent de mon point de vue, la capacité d'innovation absolument extraordinaire du système capitaliste. Laquelle capacité d'innovation a permis de dégager de manière régulière et forte des gains de productivité qui, dans l'essentiel de l'histoire capitaliste, ont été relativement bien répartis entre le capital et le travail. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui fait que Keynes se mobilise, il devient un hérétique parce qu'il pense que le système libéral dominant possède deux caractéristiques dangereuses. D'une part, un taux de chômage structurel trop élevé, et d'autre part, une répartition des revenus trop inégalitaire. Et il pense que ces deux facteurs constituent des fragilités pour le tissu social de ces systèmes, fragilités qui débouchent, selon lui, et c'est un diagnostic qu'il forme largement avant la crise des années 30, fragilité qui débouche, selon lui, sur des systèmes de type autoritaire, bolchevique ou fasciste. Donc c'est pour cette raison-là qu'il va s'engager dans le débat économique, pour essayer de construire quelque chose qui ne va pas détruire le système comme Marx, mais qui va essayer de l'améliorer. Keynes est l'homme qui va transfigurer, de mon point de vue, un élément économique important, l'appréciation que l'on a du rôle de la monnaie dans l'économie. Le rôle de la monnaie devait s'apprécier en fonction de l'usage, c'est-à-dire encore une fois une approche sociologique, que l'individu faisait de la monnaie, et il sépare donc la monnaie en deux grandes catégories. D'une part, monnaie flux, monnaie de transaction si vous voulez, et d'autre part, monnaie stock, monnaie d'épargne. L'euro est un succès en tant que monnaie flux et un échec en tant que monnaie stock. La problématique de l'euro, si l'on a lu Keynes, ce que personne n'a fait, la problématique de l'euro, ce n'est pas exactement de mettre les dettes en commun, c'est de mettre l'épargne en commun. Et la problématique de l'euro aujourd'hui, c'est que certes, nous avons un euro flux, un euro de transaction qui fonctionne très bien, et un euro stock, un euro d'épargne qui ne fonctionne pas du tout. À preuve, les différentiels de taux entre deux pays aussi importants que l'Allemagne et l'Italie. Nous n'avons pas la même épargne. La problématique de la Chine est celle d'une suprématie non seulement économique, non seulement militaire, mais également idéologique. Ils ont une capacité extrêmement importante financière et d'influence, mais la réalité, c'est que ce que nous sommes en train de vivre avec la Chine va bien au-delà des problèmes de droits de douane sur les voitures, l'acier, etc., mais est exactement le cœur de la problématique, c'est de savoir quel modèle va dominer dans 10, 15, 20 ans. Je voulais vous montrer un petit peu, avec cette première conférence, cette première réunion, ce que nous, Emmanuel et moi, pensions de ce que pouvait être le débat, comment on pouvait le nourrir, comment on pouvait essayer de soulever ou de souligner ce qui, depuis un certain nombre d'années, a manqué dans la discussion, ce qui a été enfermé.